en skiple. C'était vraiment important à l'époque et donc oui, je voulais être une rockstar. À 78 ans, Barry Gibb a vécu plus de triomphes et de tragédies que la plupart d'entre nous ne pourraient jamais imaginer. Il est le dernier BG survivant, la voix derrière certaines des plus grandes chansons jamais écrites. Mais derrière la célébrité et la musique, il y a une chanson qui le fait encore fondre en larmes à chaque fois qu'il l'entend. Il ne s'agit pas seulement de paroles ou de mélodies, il s'agit de tout ce qu'il a perdu en cours de route. Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire de la chanson que Barry Gibb ne peut jamais vraiment lâcher. Le dernier BG, Barry Gibb a 78 ans aujourd'hui, et quand les gens parlent scientifiquement de lui, ils utilisent presque toujours une phrase « le dernier BG vivant ». Pour le monde, cela sonne comme un honneur. Cela signifie qu'il est le seul encore debout d'un groupe qui a vendu plus de 220 millions de disques, façonné des décennies entières de musique et est devenu l'un des groupes vocaux les plus célèbres de l'histoire. Mais pour Barry, être le dernier n'est pas un titre qu'il voulait. C'est une lourde réalité. Chaque fois que quelqu'un le dit, il se souvient des personnes qui auraient dû être à ses côtés mais qui ne le sont pas. Pour les fans, les BG étaient la bande sonore de leur vie. Les harmonies enfoncées, les tubes inoubliables et la façon dont les frères pouvaient créer des chansons qui parlaient d'amour, de chagrin d'amour et de survie. Mais derrière la gloire et le succès, ils étaient avant tout une famille. 3 frères qui ont grandi ensemble, se sont battus, ont ri et ont construit leur monde autour de la musique. Parfois 4, quand leur plus jeune frère Andy, bien que n'étant jamais officiellement un BG, faisait aussi partie de leur histoire. Aujourd'hui, quand Barry regarde en arrière, il ne voit pas seulement les scènes et les récompenses. Il voit ses frères et il ressent leur absence d'une manière qu'aucun public ne peut pleinement comprendre. Les pertes sont arrivées l'une après l'autre et chacune a pris quelque chose à Barry qu'il ne pourrait jamais récupérer. Le premier fut Andy, le plus jeune des frères Gibb. Andy avait suivi ses frères aînés dans la musique et était rapidement devenu une star à part entière. Avec des succès comme Shadow Dancing, il est devenu une idole des adolescents à la fin des années 1970. Adoré par les fans du monde entier, mais la gloire est venue trop vite et trop fort. Andy a lutté contre la pression, la dépendance et les sentiments d'insécurité auxquels il ne pouvait échapper. Le 10 mars 1998, seulement 5 jours après son 30e anniversaire, Andy Gibb est décédé subitement d'une insuffisance cardiaque. Barry était anéanti. Il avait essayé d'aider Andy, d'être un guide pour lui à la fois comme frère et comme mentor, mais les luttes d'Andy étaient compliquées et douloureuses. Après la mort d'Andy, Barry parlait rarement de lui en détail et il évitait de chanter les chansons d'Andy. Des amis ont dit que la perte d'Andy était quelque chose que Barry portait discrètement mais lourdement pour le reste de sa vie. C'était la première fois qu'il apprenait ce que signifiait continuer après avoir perdu un frère et ce ne serait pas la dernière. 15 ans plus tard, en janvier 2003, la tragédie frappa à nouveau. Maurice Gibb, le frère jumeau cadet de Barry, tomba gravement malade en raison de complications dues à une opération chirurgicale. Maurice était connu comme l'encre des BG, celui qui maintenait les choses ensemble, assurant souvent la paix entre Barry et Robin lorsque des divergences créatives causaient des tensions. Sa présence dans le groupe était constante, fiable et pleine de cœur. Sa mort à seulement 53 ans fut soudaine et dévastatrice. Barry l'a un jour décrit comme la perte du rythme cardiaque des Bee Gees. Sans Maurice, l'équilibre que les 3 frères avaient partagé avait disparu et Barry s'est retrouvé à essayer de continuer avec Robin d'une manière qui ne semblait jamais tout à fait la même. Puis, en 2012, l'impensable se produisit à nouveau. Robin Gibb, le jumeau de Barry en musique et le frère avec lequel il chantait depuis qu'ils étaient enfants, est décédé après une longue bataille contre le cancer. La voix de Robin avait toujours été l'un des sons les plus distinctifs des BG, et son partenariat avec Barry avait été au centre de leur succès. Ils avaient grandi en s'harmonisant ensemble, leurs voix se mélangeant d'une manière que seuls des frères pouvaient réaliser. Lorsque Robin est décédé, Barry a admis qu'il se sentait plus seul que jamais. Debout sur scène sans Robin à ses côtés, il a dit qu'il avait l'impression qu'une moitié de lui avait disparu. À ce moment-là, Barry était le seul qui restait. Le dernier frère Gibb, qui avait autrefois partagé les projecteurs, les studios, les disputes et les rires,
Les fans scandaient toujours son nom. Ils voulaient toujours l'entendre chanter, mais pour Barry, chaque chanson portait les échos des voix qui n'étaient à niveau plus là. Il a dit que lorsqu'il se produit, il entend toujours Robin et Maurice dans sa tête, attendant que leur partie d'Où Kitties arrive. Les harmonies, qui ont autrefois élevé la musique des Bee Gees en quelque chose d'inoubliable, ne vivent bientôt plus que dans sa mémoire. C'est la solitude de la survie. Barry porte non seulement l'héritage des Bee Gees, mais aussi le poids d'être le dernier à se souvenir de tout cela. Il a admis que les applaudissements lui semblaient parfois creux, parce que les personnes avec qui il veut les partager sont parties. Derrière la gloire et la reconnaissance se cache un homme qui se sent toujours comme un frère avant tout. Et cette fraternité, c'est quelque chose qu'il ne peut pas récupérer, et pourtant, Barry continue de chanter. Il continue d'interpréter des chansons qui étaient autrefois partagées avec ses frères, des chansons que le monde aime encore. Mais à l'intérieur de ses performances, il y a des moments où sa voix se brise, où ses yeux se ferment un peu plus longtemps et où le chagrin perce. Parce que pour Barry, la musique ne sert pas seulement à divertir, elle sert aussi à se souvenir. Le don secret de Céline. En 1997, Céline Dion était au sommet de sa carrière. Elle préparait un album intitulé « Let's Talk About Love » qui allait se vendre à des millions d'exemplaires dans le monde entier. Son équipe voulait que l'un des meilleurs groupes d'auteurs-compositeurs au monde crée une ballade pour sa voix puissante. Cet appel a été lancé aux Bee Gees. À cette époque, Barry, Robin et Maurice Gibb avaient déjà réalisé tout ce dont la plupart des artistes ne pouvaient que rêver. Ils avaient conquis les années 1960 avec des ballades émouvantes, régné sur les années 1970 avec le disco, survécu au contre-coup des années 1980 et reconstruit leur carrière avec un sentiment de fierté. Ils ne couraient plus après le succès dans les charts. Ils n'avaient noté plus besoin de faire leurs preuves. Pourtant, quand Sal a demandé, ils ont répondu. Les frères se sont assis ensemble comme ils l'ont toujours fait. Malgré toutes leurs luttes personnelles et leurs désaccords au fil des ans, en matière d'écriture de chansons, il y avait un rythme spécial entre Sioux. Au cours de ces sessions, les trois frères ont créé l'immortalité. Contrairement à certains de leurs tubes les plus célèbres, cette chanson n'a pas été écrite pour eux-mêmes, elle a été écrite pour Céline. Et pourtant, même dès le début, la chanson portait quelque chose de personnel. Elle n'était pas censée être une chanson triste. Au début, les Bee Gees l'ont façonnée comme un message de force, celui de laisser derrière soi quelque chose qui dure même après notre départ. Les thèmes abordés étaient l'endurance, la façon dont la mémoire et l'amour peuvent perdurer à travers les autres. Le processus d'enregistrement a été spécial, Salin a pris la tête, sa voix planant au-dessus de l'arrangement. Mais les Bee Gees ne se sont pas contentés de remettre la chanson et de s'en aller. Ils sont entrés dans le studio et ont enregistré leurs propres harmonies derrière elle. Barry, Robin et Maurice ont superposé leurs voix ensemble, douces mais présentes, tissées dans le fond du morceau. Cela a donné à la chanson une sensation d'un autre monde. Au moment de sa sortie, Immortality a été considérée comme une autre collaboration brillante. C'était un exemple de plus du don des Bee Gees pour écrire des chansons intemporelles. Personne, pas même Barry, n'avait réalisé ce que cela signifierait un jour pour lui personnellement. Pour le public, c'était juste un autre joyau dans la couronne de la carrière des Bee Gees. Pour Céline, c'était une ballade hors du commun qui mettait en valeur son registre vocal. Pour Barry, c'était simplement une autre chanson écrite avec ses frères, l'une des nombreuses. Ensuite, nous verrons comment la chanson qui n'était pas censée être déchirante s'est transformée en la performance la plus douloureuse de Barry. Des paroles qui hantent. Lorsque les Bee Gees ont écrit Immortality pour Céline Dion en 1997, ils n'y ont jamais pensé comme à leur propre histoire. C'était une ballade pour quelqu'un d'autre destinée à mettre en valeur sa voix, pas la leur. Les frères ont soutenu la chanson avec fierté, mais sans profond attachement émotionnel. À l'époque, la phrase « Nous ne disons pas au revoir » n'était qu'une autre parole. Mais des années plus tard, après que la tragédie ait frappé Barry Gibb à plusieurs reprises, la chanson a commencé à changer. Elle a cessé d'être une œuvre pour un autre artiste, elle est devenue quelque chose de personnel, de douloureux et de presque trop lourd à chanter. Le changement a commencé en 2003 avec la mort subite de Maurice Gibb. Maurice, le jumeau calme et fiable, avait toujours été le centre stable du groupe.
Il n'était pas autant sous les projecteurs que Barry ou Robin, mais sa voix et son talent musical étaient la colle qui maintenait les Bee Gees ensemble. Maurice est décédé de façon inattendue à seulement 53 ans en raison de complications liées à une opération chirurgicale. Pour Barry, la perte a été écrasante. Il avait déjà perdu Andy en 1988, mais le décès de Maurice l'a frappé différemment. C'était le frère qui avait été à ses côtés depuis l'enfance à chaque étape de la carrière des Bee Gees, à travers le succès et l'échec. C'est après la mort de Maurice que Barry a commencé à entendre l'immortalité différemment pour la première fois. Les lignes sur le fait de ne pas dire au revoir, la promesse de vivre et la force tranquille de la chanson ont pris un nouveau sens. Ce qui avait autrefois été des mots pour Céline ressemblait maintenant à des mots écrits pour lui, bien qu'il ne l'ait jamais voulu de cette façon. Lorsque Barry écoutait la chanson, il n'entendait plus seulement la performance puissante de Céline. Il entendait les harmonies que lui, Robin et Maurice avaient enregistrées derrière elle. Ces voix de fond sont devenues une sorte de rappel fantomatique que ses frères étaient toujours là dans la musique, même s'ils n'étaient plus en vie. 9 ans plus tard, en 2012, la tragédie est survenue à nouveau. Robin Gibb est décédé après une longue bataille contre le cancer. Robin avait toujours été le partenaire de Barry en matière d'harmonie, le frère dont la voix était jumelée à la sienne depuis qu'ils étaient enfants. Perdre Robin signifiait perdre non seulement un membre de sa famille, mais aussi l'autre moitié d'une connexion musicale qui avait défini leur de vie. C'est à ce moment-là qu'Immortality est devenu presque insupportable pour Barry. Lorsque Barry a interprété Immortality sur cette scène dans les années qui ont suivi le décès de Robin, l'expérience a été très différente du spectacle soigné que Sal avait autrefois donné avec les harmonies des Bee Gees soigneusement intégrées à l'arrière-plan. Pour Barry, ce n'était plus seulement une performance, c'était un moment de deuil. Les lumières de la scène s'éteignaient, la musique commençait. Derrière lui, des enregistrements des voix de Robin et de Maurice étaient diffusés, les mêmes harmonies qu'ils avaient enregistrées des années plus tôt. Pour le public, c'était émouvant d'entendre ces sons familiers, mais pour Barry, c'était quelque chose d'entièrement différent. C'était comme si ses frères étaient de nouveau avec lui, chantant les lignes qu'il ne pouvait plus chanter en personne. Il a dit un jour dans une interview « J'entends leur voix quand je chante, j'attends toujours leurs harmonies ». C'est exactement ce que le public a vu lors de ses performances. Un homme qui attend toujours quelque chose qui n'arrivera jamais. Barry a ouvertement admis qu'Immortality le fait pleurer. Dans des interviews, il a expliqué que ce n'est pas la gloire ou les applaudissements qui l'affectent lorsqu'il interprète la chanson, c'est le son de ses frères. Les harmonies qu'ils ont enregistrées pour la version de Céline sont figées dans le temps, inchangées, éternellement jeunes. Chaque fois qu'il chante la chanson, Barry se souvient des moments passés en studio lorsqu'ils l'ont enregistrée ensemble. Il se souvient que ces moments ne reviendront jamais, sauf dans les enregistrements. Mais aussi puissante que soit Immortality, ce n'est pas la seule chanson qui fait pleurer Barry. Une autre, beaucoup plus ancienne, a été écrite par son frère Robin, et quand Barry l'interprète maintenant, l'émotion est presque trop forte pour être cachée. La voix perdue d'Andy. Avant que le monde ne le connaisse comme une figure tragique, Andy Gibb était le plus jeune et le plus brillant espoir de la famille Gibb. Né en 1958, Andy a grandi en regardant ses frères aînés Barry, Robin et Maurice transformer les Bee Gees en un phénomène mondial. Quand il était adolescent, il avait le même rêve. Il voulait chanter, se produire et faire ses preuves comme étant plus qu'un simple petit frère. Barry, étant l'aîné et le plus protecteur, est intervenu pour l'aider. Avec les conseils de Barry, Andy est rapidement devenu une star. Son premier single, I Just Want to Be Your Everything, en 1977, est directement arrivé en tête des charts aux États-Unis. Il a été écrit par Barry et a mis en valeur le charme naturel et la voix douce d'Andy. Le succès de la chanson a propulsé Andy vers la célébrité presque du jour au lendemain. Peu de temps après, il a enchaîné avec d'autres succès, notamment Love is Thicker Than Water et Shadow Dancing. Ce dernier morceau a passé 7 semaines à la première place en 1978 et est devenu l'une des chansons pop emblématiques de son époque. Andy n'avait que 20 ans lorsqu'il était en tête des charts, apparaissant sur les couvertures de magazines et se produisant devant des fans en délire.
Mais derrière la gloire, Andy était fragile. Il avait une personnalité qui aspirait à l'amour et à l'approbation, mais il doutait souvent de savoir s'il le méritait. Alors que ses frères prospéraient dans la structure partagée des Bigs, Andy était seul en tant que star solo. La pression était plus forte parce qu'il portait le nom de Gibb et que les comparaisons étaient constantes. Les fans l'adoraient, mais Andy avait souvent du mal à s'aimer lui-même. Au fil du temps, il a développé des problèmes de drogue et d'alcool, ce qui n'a fait qu'ajouter à ses batailles émotionnelles. Barry s'est retrouvé entraîné dans un rôle difficile. Il n'était pas seulement le frère dégainé d'Andy, il est devenu son mentor, son manager et parfois son disciplinaire. Barry a essayé de guider la carrière et la vie personnelle d'Andy, mais c'était un équilibre délicat. Être à la fois un frère et une figure professionnelle brouillait souvent les frontières. Barry voulait protéger Andy, mais il devait aussi le pousser et parfois cela créait une distance entre eux. Dans des interviews ultérieures, Barry a admis qu'à la fin de la vie d'Andy, il n'était plus aussi proche qu'avant. Pas à cause de la colère ou de la trahison, mais parce qu'Andy avait tellement de difficultés. Le 10 mars 1988, la tragédie a frappé. Andy est décédé subitement d'une insuffisance cardiaque seulement 5 jours après son 30e anniversaire. Il était en mauvaise santé depuis un certain temps, affaibli par des années de lutte émotionnelle et physique. Sa mort a choqué les fans du monde entier. Mais pour Barry, c'était bouleversant. Il avait toujours cru qu'il était encore temps d'aider Andy, le temps de réparer la distance entre eux. Soudain, cette chance avait disparu à jamais. Dans les années qui ont suivi le décès d'Andy, Barry a gardé cette douleur silencieusement. Il a évité d'interpréter les chansons d'Andy en public. Même si la musique d'Andy avait été extrêmement populaire, Barry semblait incapable de la revisiter sur scène. Il ne s'agissait pas seulement d'éviter les souvenirs, il s'agissait du poids des regrets. Les interviews qui abordaient de trop près les luttes d'Andy mettaient souvent Barry mal à l'aise et il détournait la conversation. Le silence était révélateur. Contrairement à Maurice et Robin, dont Barry partageait souvent ouvertement les souvenirs, l'histoire d'Andy était une bonne histoire qu'il revisitait rarement en détail. Parmi les fans et les initiés, on parle depuis longtemps d'un enregistrement que Andy aurait laissé derrière lui avant sa mort. Selon des sources proches de la famille, Andy a enregistré une démo brute et dépouillée au cours de ces derniers mois. Elle n'a jamais été publiée, jamais officiellement reconnue par Barry et jamais partagée avec le public. Certaines sources affirment que la bande a été remise directement à Barry et qu'il la conserve depuis plus de 3 décennies. Le titre et les paroles de la chanson restent inconnus, mais les personnes qui affirment en avoir entendu parler la décrivent comme le dernier message d'Andy, une réflexion personnelle capturée en musique. Barry n'a jamais confirmé l'existence de l'enregistrement et il n'a jamais dit s'il le partagerait un jour. Pour de nombreux fans, le mystère ne fait qu'approfondir le chagrin, mais ceux qui connaissent pas de Barry comprennent pourquoi il pourrait le garder privé. Certains chagrins sont trop personnels, trop fragiles pour être transformés en quelque chose de public. Si l'enregistrement est réel, Barry peut le considérer comme quelque chose qui lui appartient à lui et à sa famille, et non au monde entier. En 2012, lorsque Robin est décédé, Barry a fait un rare commentaire sur Andy. Il a admis: perdre Andy a été le plus dur parce que c'était évitable. Je me demande toujours si j'aurais pu faire plus. Cette phrase a montré la blessure qui ne s'est jamais cicatrisée. Pour Barry, la mort d'Andy n'était pas seulement une perte. Il s'agissait de questions sans réponse et de regrets qui ne se sont jamais estompés. Aujourd'hui encore, lorsque Barry interprète certaines chansons comme To Love Somebody, les fans remarquent des moments où Andy semble lui traverser l'esprit. Une pause, un regard vers le haut, une ligne prononcée plus doucement que le reste. Ce sont les signaux silencieux d'un frère encore hanté par ce qui n'a pas été dit. Et tandis que Immortality et I Started a Joke relient Barry à Robin et Maurice, Andy reste présent d'une manière différente. Il est le frère que Barry n'a pas pu sauver, celui qu'il pleure encore en silence et peut-être celui qui a laissé derrière lui une chanson que seul Barry a entendue. Le cri final de Robin. En 1968, les Bee Gees ont sorti l'une de leurs chansons les plus obsédantes et les plus durables, I Started a Joke.
Elle a été écrite et chantée par Robin Gibb, dont la voix tremblante portait une tristesse qui semblait atteindre plus profondément que les mots sur la page. La chanson est rapidement devenue un succès mondial, mais ce qui l'a fait se démarquer, ce n'est pas seulement sa mélodie, c'est l'ambiance qu'elle a créée. Déjà à l'époque, les fans et les critiques ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'inhabituel, quelque chose de lugubre et de mystérieux, comme si Robin canalisait des émotions bien au-delà de son âge. La signification de I Started a Joke a toujours été débattue. Certains auditeurs pensaient qu'il s'agissait d'une chanson religieuse, soulignant des lignes qui semblaient faire allusion à des thèmes de confession, de péché et de rédemption. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une chanson existentielle qui capturait le sentiment d'être incompris par le monde. Robin lui-même n'a jamais donné d'explication claire. Il laissait souvent le soin de l'interpréter, disant que le mystère faisait partie de son pouvoir. Pour les Bee Gees, c'était un autre exemple de la façon dont leur musique pouvait émouvoir les gens d'une manière que eux-mêmes ne pouvaient pas entièrement expliquer. Les paroles elles-mêmes portaient un poids indéniable. J'ai commencé une blague qui a fait pleurer le monde entier, mais je n'ai pas vu que la blague était sur moi. Ces mots associés à la voix de Robin sonnaient comme un aveu de chagrin enveloppé dans une ballade pop. Les critiques de l'époque l'ont qualifiée de mélancolique et même d'inhabituelle, mais elle a perduré. Des décennies plus tard, elle reste l'un des premiers succès les plus appréciés des Bee Gees. Après la mort de Robin en 2012, la chanson a pris un tout nouveau rôle. Robin avait toujours été la voix de I Started a Joke. C'était sa chanson, son interprétation et son âme versée dans l'enregistrement. Quand il est décédé, Barry a été confronté au choix de continuer ou non à l'interpréter. Finalement, Barry l'a chanté en hommage à son frère, mais la performance n'a jamais été la même. Au lieu de 3 frères qui s'harmonisent ensemble, il n'y avait que Barry debout sous les lumières, avec des souvenirs à la place des voix. Les fans qui ont assisté à ces performances ont parlé de l'atmosphère émotionnelle dans la salle. Au moment où les accords d'ouverture ont commencé, il y a eu un silence perceptible. La voix de Barry, toujours forte mais alourdie par le chagrin, portait les lignes que Robin chantait autrefois. Les gens ont remarqué que Barry s'arrêtait souvent légèrement plus longtemps que d'habitude, comme s'il se stabilisait avant de prononcer certaines paroles. Ses yeux brillaient parfois et sa voix tremblait juste assez pour montrer la douleur qui se cachait derrière. Pour le public, ces moments ont révélé un homme qui ne se contentait pas d'interpréter une chanson, mais qui revivait une perte. La parole qui blesse le plus est toujours la ligne d'ouverture. J'ai commencé une blague qui a fait pleurer le monde entier. C'était déjà puissant en 1968, mais dans la voix de Barry aujourd'hui, cela prend un tout autre sens. On a l'impression d'une réflexion sur ses frères, sur la façon dont leur musique a parfois été moquée ou rejetée pendant le contre-coup du disco, et sur les chagrins personnels qu'il a portés en privé pendant des décennies. L'ironie a hâte forte. Les Bee Gees ont souvent été critiqués pour leurs faussés, leurs tenues scintillantes et leurs hymnes disco, mais sous la surface se cachait une famille qui a enduré chagrin après chagrin. Barry chantant seul les mots de Robin met en évidence cette vérité de la manière la plus déchirante. Lorsque Barry interprète I Started a Joke maintenant, il ne s'agit pas de succès dans les charts ou de nostalgie, c'est devenu une confession. C'est une façon de parler à son frère, de maintenir la voix de Robin en vie à travers la sienne. Les fans le sentent, ils peuvent voir que cette chanson est différente du reste du set. Ce n'est plus simplement du divertissement, c'est un souvenir. Pour Barry, chaque performance de I Started a Joke est chargée d'un chagrin non exprimé. Il s'agit de plus que la mort de Robin. Elle reflète tout le parcours des Bee Gees, de leur ascension dans les années 1960 à l'éclat des années disco, jusqu'à la solitude que Barry affronte maintenant en tant que seul frère survivant. Lorsqu'il se tient sur son scène en chantant la chanson de Robin, il est impossible d'ignorer le poids qu'il porte. L'ironie, bien sûr, est qu'un groupe autrefois ridiculisé pour son style et son son a laissé derrière lui certaines des chansons les plus émouvantes et les plus durables de son temps. Et Barry, debout seul, porte cette ironie en silence. Alors que le monde a peut-être moqué les Bee Gees à certaines époques, leur musique a survécu aux critiques. Mais pour Barry, le coup de ses chansons ne s'écrit pas dans les critiques ou les ventes de disques,
mais dans les souvenirs et la perte. I Started a Joke est maintenant ce qui se rapproche le plus de chanter à nouveau avec Robin pour Barry. C'est à la fois un hommage et un fardeau, et c'est l'une des chansons qui montre le plus clairement son chagrin. Fantôme sur scène. Pour quiconque regarde Barry Gibb se produire aujourd'hui, il y a des moments sur scène qui révèlent Quimondo plus que les mots ne pourraient jamais le faire. Ils ne sont ni dramatiques ni évidents. Ils sont subtils, presque cachés, mais une fois que vous les remarquez, ils restent avec vous. Barry s'arrête parfois au milieu d'une chanson juste un peu plus longtemps que prévu. D'autres fois, il jette un coup d'œil sur le côté de la scène comme s'il attendait quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas là. Pour le spectateur occasionnel, cela peut sembler un mouvement de scène normal, mais pour ceux qui connaissent que son histoire, on a l'impression qu'il s'attend toujours à ce que ses frères interviennent, qu'il attend toujours des harmonies qui n'arriveront jamais. Les fans qui assistent à ces concerts décrivent souvent un sentiment de nostalgie. Ils entendent les vieilles chansons avec lesquelles ils ont grandi, les tubes qui ont fait des BG des légendes. Pour eux, les harmonies qui définissaient autrefois le groupe vivent maintenant comme des souvenirs précieux. Mais pour Barry, le sentiment est différent. Alors que le public entend l'histoire, Barry entend l'absence. Chaque chanson lui rappelle non seulement le succès, mais aussi les frères qui ont partagé ces moments avec lui. Ce qui ressemble à un voyage dans le passé pour les fans est pour Barry un rappel des espaces vides autour de lui sur scène. Ces émotions ne se voient pas seulement dans les performances. Elles ont également été capturées dans des interviews au fil des ans. Barry, qui est généralement chaleureux et ouvert, a parfois du mal lorsque le sujet se déplace vers sa famille. Les téléspectateurs ont remarqué sa voix se briser lorsqu'il parle d'Andy, de Maurice ou de Robin. Il y a de longues pauses, des moments où il baisse les yeux ou où il essaye de se ressaisir avant de continuer. Ce ne sont pas des réactions répétées, ce sont des morceaux de chagrin brut qui se glissent lorsque les souvenirs deviennent trop lourds. Dans une interview après le décès de Robin, Barry a dit quelque chose qui l'a mieux expliqué que tout le reste. J'entends leur voix quand je chante, j'attends toujours leurs harmonies. Cette phrase raconte toute l'histoire. Pour Barry, se produire ne consiste pas seulement à chanter des chansons, il s'agit de revisiter une époque où les voix de ses frères se mélangeaient à la sienne, où leur présence remplissait la scène et le studio. Maintenant, il porte le fardeau de chanter seul. Mais le souvenir de leurs harmonies est si fort qu'il s'attend toujours à les entendre, même si ce n'est que dans son esprit. C'est l'endroit étrange où Barry vit aujourd'hui. Entre la scène et le silence, sur scène, les applaudissements sont forts, la musique est vivante et les chansons sont célébrées, mais dans le silence qui suit, la vérité revient. Il est le dernier BG, celui qui chante encore pendant que les autres sont partis. Le public ne le ressent peut-être pas pleinement, mais Barry, oui. Alors, quelle est la chanson ? La vérité est que Barry ne l'a jamais dit. Il n'a jamais choisi un morceau et l'a déclaré le plus difficile. Au lieu de cela, la réponse semble apparaître dans des moments fugaces. Une parole qui se coince dans sa gorge, une note qui s'estompe trop rapidement, une pause qui s'attarde plus longtemps que prévu. Ces moments en disent plus que n'importe quelle interview ne pourrait jamais le faire. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas d'une seule chanson. Il s'agit de ce que les chansons portent. Elles portent les frères qu'il a perdus, elles portent les conversations laissées inachevées, elles portent les harmonies qui ne seront plus jamais complètes. Si vous avez aimé ceci et que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer la prochaine.